bonjour à toutes et à tous. Il y a 8 mois environ qu'Israéliens et Palestiniens ont repris sous l'égide des États-Unis leurs négociations de paix, 8 mois au cours desquels aucun progrès tangible n'a été constaté, à tel point que la poursuite même des négociations est désormais mise en cause. L'impasse se cristallise ces derniers jours autour du 4e et dernier contingent de libération de détenus palestiniens. Israël conditionne ces libérations à un engagement clair de la part des Palestiniens à ne pas quitter la table des pourparlers. Les négociations israélo-palestiniennes sont-elles véritablement menacées? Et si c'est le cas, doit-on absolument les sauver? Et à quel prix? On en débat aujourd'hui avec Serge Dumont, correspondant des quotidiens belges et suisses Le Soir et Le Temps. Boaz Bismuth du quotidien Israël Hayom. Et puis, aux côtés de ces deux habitués de l'émission, nouvelle venue dans nos panels, Valérie Ferron, journaliste et correspondante indépendante. Bienvenue Valérie. Et puis vous êtes une spécialiste de la question palestinienne, pourrait-on dire, parce que vous avez écrit ce livre, Palestine, d'ailleurs avec un S qui montre le pluriel. Voilà, ce livre qu'on va montrer à l'écran. Palestine, les déchirures, paru il y a une dizaine d'années environ. Merci Valérie, merci Boaz, merci Serge. On se retrouve dans un peu plus d'une minute après le rappel des faits signé Éléonore Weil. John Kerry aura décidément tout essayé. Dans une énième tentative pour prolonger les discussions entre Israéliens et Palestiniens, le secrétaire d'État américain rend visite à Mahmoud Abbas à Amman pour quelques heures. Et John Kerry a peut-être de quoi s'inquiéter. Soutenu par l'ensemble de la Ligue arabe, le président de l'autorité palestinienne était hier au Koweït. Nous avons répondu positivement l'été dernier aux efforts du président américain Barack Obama et son secrétaire d'État John Kerry sur la poursuite des négociations de paix avec Israël. Nous avons veillé à fournir toutes les mesures nécessaires pour les faire réussir avec un esprit ouvert et une bonne volonté qui a été reconnue par les Américains. Mais pour tous les chefs d'État présents, il n'y a aucun doute. C'est Israël le responsable de l'échec des pourparlers. La Ligue arabe deviendra-t-elle donc, pour Ramallah, une nouvelle alternative à la voie américaine? Quoi qu'il en soit, l'échéance de la fin des discussions est prévue initialement pour avril et celle de la libération du dernier contingent de prisonniers en Israël pour dans 2 jours. Mais voilà, les Israéliens sont réticents à l'idée de libérer ces prisonniers sans recevoir de garantie sur la prolongation des négociations. De leur côté, les Palestiniens refusent de prolonger les pourparlers tant qu'Israël ne gèle pas la construction d'implantations en Cisjordanie et ne procède pas à la libération de tous les détenus. En attendant, le secrétaire d'État américain s'est entretenu par téléphone avec le Premier ministre israélien. Parviendra-t-il, à force d'efforts, à assembler un puzzle si compliqué? Les prochaines semaines devraient être déterminantes pour l'avenir du processus de paix israélo-palestinien. Et dernier développement dans cette saga concernant la poursuite du processus de paix et donc ce 4e contingent de libération de détenus palestiniens, la question d'une d'éventuelle libération supplémentaire de détenus palestiniens qui pourrait être consentie par Israël pour inciter les Palestiniens à poursuivre les négociations. Serge, est-ce que vous êtes en mesure de confirmer ou d'affirmer qu'effectivement Israël se dirige vers de nouvelles libérations au-delà de ce 4e contingent qui a été reporté? C'est effectivement ce qui est sorti hier soir. Je suppose que c'est sorti du cabinet du Premier ministre qui devait lancer quelque chose pour absolument montrer sa bonne volonté. Cela dit, moi je voudrais quand même dire que quand on parle de négociation, il n'y a pas de négociation. Ça fait des mois qu'on nous dit qu'il y a des pourparlers, etc. Ça n'est pas vrai. Il n'y a rien, il y a du cinéma, mais dans le fond, il n'y a rien qui bouge. Il y a quand même des négociateurs palestiniens et israéliens qui ne se rencontrent plus depuis longtemps. Qui ne se rencontrent plus depuis longtemps. Et quand ils se sont rencontrés, l'ambiance était tellement mauvaise que souvent, ça se terminait très mal. Et John Kerry, le secrétaire d'État américain, a dû envoyer un émissaire spécial pour superviser ces rencontres-là. Donc si je vous suis bien, Serge, et je m'adresse à Valérie, quel que soit le destin de cette fameuse 4e vague de libération de prisonniers palestiniens, les négociations, de toutes les manières, elles sont quasiment mortes. Donc libérer ou ne pas libérer davantage de prisonniers palestiniens, ça ne servira strictement à rien.
Alors on pourrait dire d'une part que concernant les prisonniers, c'est à peu près le seul gain que les Palestiniens aient obtenu depuis le début de la reprise des négociations, puisque sur le terrain, la situation s'est totalement dégradée depuis la reprise de ces négociations. Le deuxième point, c'est bien sûr marquer le rapport de force. Quand on parle de négociations, les gens à l'extérieur ont souvent l'impression qu'on parle de deux parties qui doivent faire des compromis. Non, on est dans un rapport de force qui est gigantesque. Les Palestiniens ne doivent faire aucun compromis. Je ne suis pas en train de vous dire ça, je suis en train de vous dire, pas du tout, je suis en train de vous dire qu'il faut poser la réalité telle qu'elle est. Le rapport de force entre les deux parties en négociation, c'est l'histoire un peu du lion et du chat, et les Américains font ce qu'ils ont leur propre stratégie entre ces deux parties, mais le rapport de force sur le terrain est incroyablement, bien entendu, en faveur des Israéliens. Ça joue sur les négociations, bien entendu. Parfois, les chats sont bien plus malins et bien plus forts que les lions. Boaz, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat, à savoir que les négociations sont de toutes les manières disproportionnées, et d'un côté, on a une côté forte qui doit faire davantage de compromis et consentir à davantage de concessions? Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et j'explique. D'abord, ce que Serge vient de dire, dans le sens où c'est vrai qu'il n'y a pas que finalement on n'avance pas. Donc, ça, c'est un point. Madame Valérie vient de nous expliquer justement que la seule chose qui a été faite, c'est la libération de ces, vous les appelez prisonniers, 78. moi je les appelle ces terroristes ou ces criminels. Donc c'est aussi un point. Donc, conclusion, le seul qui a payé le prix pour l'instant, c'est quand même Israël. Et c'est pour cette raison que cette quatrième phase, justement, il n'y a aucune raison si on n'obtient pas quelque chose. Donc si vous vous dites qu'on n'a rien obtenu pour l'instant, et c'est vrai, on n'a pas eu de grandes avancées, au moins il faut continuer le jeu. Parce que dans cette histoire, ce qu'il faut comprendre, c'est une chose, c'est qu'éviter, et les Américains le disent. Si vous comprenez bien, non, c'est pas une... Non, pas du tout. C'est pas du tout un jeu. C'est pas un jeu. C'est que, quelle est l'autre alternative? Il ne faut pas qu'il y ait un vide. Bien sûr qu'on espère arriver à quelque chose. On me dit que l'ambiance est mauvaise. Attendez, je me souviens très bien, à Oslo en 93, on parlait d'une ambiance magnifique. On était des frères, on était des cousins, on s'adorait, des chocolats, etc. Conclusion, on a vu ce qu'on a eu de la deuxième intifada. Je préfère que les discussions, les négociations soient sincères, qu'on se dise tout et qu'on arrive réellement à une solution. Maintenant, ce que dit Madame justement sur les rapports de force, évidemment, mais heureusement, parce que si les rapports de force n'étaient pas comme tels, moi, j'existe pas. Alors ça, on est dans une dimension philosophique. Personnellement, moi, en tant que journaliste sur le terrain, je n'ai pas à commenter. Pourquoi L'existence des uns et des autres est en jeu, autant des Israéliens que des Palestiniens. Pour la bonne raison que je reconnais l'existence de deux États pour deux nations. J'attends encore que Abou Mazen accepte l'existence comme État juif. Non, je suis désolée. Oslo, les accords de paix d'Oslo ont très bien marqué dans les deux lettres qui ont été échangées entre Israéliens et l'OLP avant la signature des accords, la reconnaissance par l'OLP au nom du peuple palestinien de l'État d'Israël. L'État juif, je parle. Mais non, mais c'est-à-dire, on reconnaît Israël comme un État. Mais pourquoi c'est si dur de reconnaître? Mais pourquoi expliquez-moi tous les deux. Expliquez-moi. Est-ce qu'on doit reconnaître Israël comme un État alors, juif? Expliquez-moi le contraire. Alors, pour une fois, on doit alors faire que la France comme un État catholique, que la Suisse comme Parce un... que vous savez très bien, vous êtes au Moyen-Orient, vous connaissez... Non, mais ça, c'est franchement être dupe. Ne pas regarder un petit peu le problème religieux dans notre région et aussi qui est la base et la source de plusieurs problèmes. L'État d'Israël comme État juif, c'est pas uniquement une question religieuse. Mais moi, j'ai une question. Exactement, je suis d'accord. J'ai une question. Au lieu que nous, Israéliens, à chaque fois, on doit s'expliquer pourquoi, expliquez-vous, nous, pourquoi est-ce que les Palestiniens refusent de nous reconnaître comme un État juif? Voilà, expliquez-moi. Voilà, mais moi je n'ai pas à vous expliquer. Moi je n'ai toujours nous qui devons. Serge et ensuite Valérie. Je suis là, je vois ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'il y a une chance de paix, quelque chose, Israël met des conditions supplémentaires. Et c'est vrai, la chorale de Ramallah... État juif, et puis les Palestiniens devront dire que le soleil est vert et puis que l'herbe est rose. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est les Palestiniens qui ont durci leur position avec l'exigence de libération de détenus de nationalité israélienne, avec l'exigence maintenant de la libération de Marwan Barghouti et d'Ahmad Saada. Donc on a l'impression que c'est plutôt Serge, la partie palestinienne, qui durcit ses positions. Concernant, si vous voulez bien, la reconnaissance de l'État juif, je suis de toute façon d'accord avec Serge que je ne vois pas du tout l'utilité. Pourquoi? Vous allez voir, notamment sur deux raisons objectives. Nous avons déjà une expérience de précédents accords de paix entre Israël et la Jordanie, Israël et l'Égypte. Le problème de reconnaître Israël comme État juif ne s'est jamais posé dans ces accords de paix. Pourquoi soudainement doit-on agiter cette question? Vous comparez les deux. Je voudrais... C'est des accords de paix. Vous comparez les deux. Je ne vois pas où c'est choquant. Là, je signe un accord de paix avec deux États reconnus depuis toujours. Et là, finalement... Ah ben oui, là, on attend parce que l'État palestinien... C'est vrai, vous savez, quand on arrive... Vous savez que
lorsqu'on a toujours vécu tout au long de l'histoire, parce que j'ai un petit peu feuilleté votre livre, c'est pas qu'on a pris un État, j'ai pas vu cet État qui existait, mais si on veut réécrire l'histoire à temps réel, il n'y a aucun problème. La seule chose, expliquez-moi ce refus. Je ne sais pas de quoi vous parlez là, mais ça vous concerne, assumez. Expliquez-moi ce refus d'Abou Mazen, parce que vous connaissez bien les Palestiniens. Pourquoi est-ce que Abou Mazen refuse l'idée d'un État juif? C'est tout ce que je veux comprendre. Okay, on répondra à la question, on laissera Valérie répondre à la question avant notre traditionnelle lecture d'extraits choisis d'éditoriaux parus dans la presse israélienne. On commence avec Aleph Bet Yoshua, le grand écrivain Aleph Bet Yoshua, qui s'est exprimé aujourd'hui, ce dimanche, dans le quotidien populaire Yedot Aharonot. Le processus de paix est depuis 2 ans le principal obstacle à la paix. Les Israéliens, les Palestiniens, les Américains et d'une certaine manière les Européens ont transformé le processus de paix en une entité diplomatique indépendante dont la rhétorique morale et politique est devenue plus importante que l'action même. Le processus de paix crée l'illusion que la paix est imminente. Il inspire une sorte de patience qui n'est autre qu'une absolue passivité. On réagira tout de suite après. Maintenant, un autre extrait, celui d'un éditorial signé cette fois Zaman Shoval, ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis, dans le Israël Hayom, votre quotidien, Boaz. Les dirigeants israéliens sont divisés sur la fiabilité de Mahmoud Abbas Abou Mazen en tant que partenaire pour la paix. Il s'agit d'un débat stérile, car le président de l'autorité palestinienne n'est même pas un partenaire pour les pourparlers. Le blocage du processus politique sert les intérêts palestiniens en ce sens qu'il leur permet de ne faire aucune concession. Est-ce que ce n'est pas effectivement ce qui se passe, Valérie, puisque là on a l'impression, si on en croit les informations parues hier soir, qu'Israël est prêt à libérer davantage de Palestiniens. On a un peu l'impression que les Israéliens sont prêts à payer un prix plus élevé encore pour la poursuite des négociations. Peut-être qu'Israël a plus intérêt que l'autorité palestinienne à ce qu'il y ait un processus de pourparlers. Valérie. Alors, il y a l'éléphant au milieu du salon qu'on va essayer de voir une fois quand même. C'est que depuis également, et je ne parlerai que de cette période de la reprise des pourparlers, tout le monde sait qu'il y a eu des projets de colonisation en nombre qui ont donc commencé. Et pour les Palestiniens, ça, c'est réellement l'obstacle de base à toute négociation. Vous connaissez tous, je pense, l'image de la pizza. On ne peut pas à la fois manger la pizza et la négocier avec son voisin. C'est cette impression-là qui ressort pour les Palestiniens. Bon, effectivement, le gouvernement israélien actuel, avec un ministre du Logement qui est très proche du mouvement des implantations, a quand même multiplié les projets de construction dans les implantations israéliennes. Est-ce que ce n'est pas un moyen, finalement, de mettre des bâtons dans les roues des négociations? Écoutez, il est évident, il est clair que cette question de colonie, cette question d'implantation, cette question, on va utiliser le terme que vous voulez, est évident que ça ne facilite pas les négociations et la paix. On est bien d'accord sur ce point-là, vous voyez, on est honnête. Mais il faut aussi se souvenir qu'il y avait aussi des périodes dans l'histoire dans lesquelles il y avait un blocus. Israël a quand même bloqué la construction. Israël aussi, dans l'histoire, a prouvé que quand l'autre côté était sérieux, Israël savait très bien rendre et démanteler parfois c'était déjà des villes de 3e, de 2e et 3e génération. Donc ça, c'est un prétexte. Moi, je dis que dans la bande de Gaza. Bien sûr, mais aussi en 2005, on a vu très bien dans la bande de Gaza. Et par ailleurs, on a vu aussi la réaction. Je me souviens, il faut rappeler quand même, on fait quand même des éloges à nos voisins, mais il faut rappeler qu'en 2005, la première chose que les Palestiniens ont fait à Gaza, la première chose, c'était, désolé si je reviens à l'État juif, était de détruire les 2 ou 3 synagogues qu'on a laissées sur place. Donc ça montre un état d'esprit. Mais juste une chose, quand même, il faut oublier une chose, qu'Israël, dans cette histoire-là de négociation avec Mahmoud Abbas, qu'on veut lui qu'il se renforce, parce qu'on sait qu'il y a toujours pire que lui. Malheureusement, chez les Palestiniens, il y a toujours pire. C'est que quand je m'assois avec lui, et quand je m'assois les Israéliens, nous sommes quand même une démocratie. Je peux répondre, désolé, je veux juste répondre. Mais rapidement, vous savez, cette semaine, non, vous pouvez faire, mais enfin, je suis désolé, les 2-3 dernières années, vous pouvez rire jusqu'à demain, les 2-3 dernières années dans cette région ont montré un petit peu que tous ces États que nous avaient fait pression, qu'il fallait faire des compromis avec eux, y compris la Syrie, souvenez-vous avec Assad, regardez ce que c'est aujourd'hui. Donc désolé, il faut être un peu moins arrogant et un peu plus modeste quand on voit la région aujourd'hui. C'est un argument solide. On a en face de nous des régimes et des sociétés qui ne sont pas prêts au compromis par définition. Je crois rêver. Et comment les Palestiniens traitent leurs propres Palestiniens? Eh bien, puisque tu crois rêver, rêvons ensemble. Regardons le gouvernement d'Israël. Qu'est-ce que tu as dedans? Des extrémistes de droite. Le plus modéré, mais beaucoup, hein. C'est eux qui ont tout à dire. Tzipi Livni qui dirige les négociations, on ne peut pas la qualifier d'extrémiste. Mais Tzipi Livni, c'est un tout petit parti qui ne compte pas. Mais c'est à Ce qui compte, c'est Naftali Bennett et les faucons du Likoud. Tzipi Livni, garde des Sceaux, ministre très important, mais oui, mais chef d'un parti. Elle n'a pas d'influence. Oh, ça c'est faux. Elle n'a pas d'influence. Qui compte dans ce gouvernement? C'est le Likoud, avec les faucons du Likoud qui ont pris le contrôle du parti et le parti de Naftali Bennett qui, d'ailleurs, je te signale, ce matin, il a dit que ton journal, il le considérait
comme la Pravda. C'est un autre Très bien, il a le Oui, non, droit. mais il a parce le que droit. c'est un extrémiste. Mais il a le droit. C'est un autre C'est débat. un Il a le droit. extrémiste. Alors, je vais vite apprendre le russe pour pouvoir bien écrire mes articles. Je vais juste dire une chose. C'est quand même, soyons sérieux. Arrêtons cette histoire. Moi, je ne supporte plus déjà depuis des années d'entendre il y a des extrémistes parmi d'autres, comment on dit en français, des deux côtés. Basta. On va pas comparer quand même le Hamas d'un côté. Je suis prêt à m'asseoir avec Abou Mazen en sachant que je vais faire un compromis ou une paix avec 50% des Palestiniens, 50% qui ne me reconnaissent même pas. Et on va me faire la comparaison avec quand même les partis que nous avons chez nous, des partis élus démocratiquement et qui acceptent. On a vu très bien encore une fois en 2005, quand il fallait démanteler des colonies, voire des villes, quand même ça a été fait. Parce qu'il y a quand même un état de droit en Israël, il y a une démocratie et un gouvernement qui décide le passé, l'approuver. Donc arrêtez de décrire ce pays comme on reprendra le débat dans la seconde partie de l'émission tout de suite après le journal sur i24 News. Restez avec nous, on se retrouve dans 10 minutes.